Welcome to The French Time, where learning French becomes easy and fun. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à une transformation radicale, vraiment un changement majeur dans notre société. Un changement qui a complètement redessiné la carte du monde professionnel, oui? Absolument. Imaginons un instant, un voyage dans le temps. On retourne juste avant 2020. Si quelqu'un vous disait qu'il travaille en full remote depuis un tiers-lieu pour éviter un burn-out, personne n'aurait compris un trait de mot. Ah, ça c'est certain. On l'aurait regardé avec de grands yeux. Exactement. Aujourd'hui, en 2026, le symbole ultime de la réussite en France, c'est plus du tout d'obtenir le grand bureau d'angle avec vue. Ni même de rentrer au comité de direction. C'est ça. Le vrai marqueur de statut maintenant, c'est d'annoncer qu'on abandonne un salaire de 80 000 € par an pour, je sais pas, aller sculpter des cuillères en bois dans le Jura. C'est une vraie fuite des talents, un exode massif. Voilà. Et notre mission aujourd'hui, c'est de décoder ce nouveau monde du travail. On a rassemblé des textes explicatifs, des dialogues authentiques de travailleurs, et on va examiner les mots précis que les Français utilisent aujourd'hui pour comprendre cette redéfinition de la productivité. Bon, décortiquons tout ça. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce n'est pas juste un nouveau jargon, c'est un changement culturel profond. Les mots que nous utilisons reflètent notre nouvelle réalité psychologique et sociale. Et justement, pour comprendre cette mentalité, il faut d'abord regarder où et comment on travaille. C'est ce qui a créé ce nouveau langage hybride. Oui, la géographie même du travail a complètement explosé. Prenons le temps de bien écouter ce premier terme, le tiers-lieu. Je répète parce que c'est crucial, le tiers-lieu. C'est ni la maison, ni le bureau, c'est un autre espace. Et puis, il y a le flex office. Le fameux flex office, oui, où on n'a plus de bureau attitré. En fait, c'est très simple. Le bureau nomade, c'est comme si on vous demandait de transporter toute votre vie professionnelle dans un simple sac à dos, tous les matins. C'est une excellente image. Nos sources montrent bien cette synthèse entre le présentiel, le distanciel et ce qu'on appelle maintenant le travail asynchrone. Mais concrètement, ça donne quoi sur le terrain? Parce que sur le papier, c'est génial. Sur le terrain, c'est souvent le chaos. On a un dialogue fascinant dans nos sources entre trois collègues, Fatima, Sophie et Kevin. Ah oui, l'enfer de la réunion hybride. Exactement. C'est censé être fluide, mais c'est une succession de problèmes techniques. Les échos bizarres, les micros en sourdine, et cette phrase qui est devenue culte. Ma connexion a coupé. Voilà, c'est le quotidien. Et en plus de cette friction technologique, on observe dans ce dialogue l'invasion totale des anglicismes. Oui, on fait plus de réunions, on fait des calls. C'est ça, on respecte une deadline, on rend des livrables, et on doit escalader un problème. Escalader un problème, oui. Mais attendez, je me pose une question. Est-ce que toute cette flexibilité ne signifie pas en réalité que l'on travaille tout le temps? C'est le grand paradoxe, oui. Bah oui, parce que le travail hybride semble merveilleux jusqu'à ce que la connexion lâche en pleine présentation importante. La frontière entre la maison et le bureau n'existe plus du tout. Absolument. Et cette hyperconnexion avec les messages sur Slack, les notifications à toute heure, c'est ce qui nous amène à la face sombre de cette évolution. La charge mentale qui explose. L'effondrement mental, oui. Les travailleurs n'arrivent plus à déconnecter. Il y a une expression très parlante dans nos sources. Une expression très française que j'aimerais qu'on articule bien. Avoir la boule au ventre. C'est une image très forte. Oui, cette angoisse physique du dimanche soir avant la semaine de travail. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Tout à fait. Si on décortique le vocabulaire, on trouve des mots comme surcharge de travail ou encore surménage. Et bien sûr, le terme médical officiel, l'épuisement professionnel, le burn-out. Et on a ce dialogue terrible entre Chloé et Marc, pour illustrer ça. Oui, Chloé explique qu'elle fait littéralement le travail de 3 personnes. Et elle utilise un verbe très spécifique pour décrire son projet. Elle dit que le projet s'emballe, c'est ça? Exactement, elle dit qu'il s'emballe. C'est une métaphore très révélatrice. C'est comme un cheval qui s'emballe, un animal sauvage qu'on ne peut plus contrôler. Donc, pour utiliser une image simple, un projet qui s'emballe, c'est exactement comme une voiture sans frein dans une longue descente. C'est exactement ça. On a perdu le contrôle. On fait le travail de plusieurs personnes, la vitesse augmente, et la hiérarchie répond avec des phrases toutes faites du genre « on est tous dans le même bateau ». Une phrase très courante dans le management actuel. Mais comment on fait pour sauter de cette voiture folle, en fait? Eh bien, c'est là qu'on observe un immense changement culturel en France. Dans ce même dialogue, Marc dit une chose essentielle. Il dit qu'un arrêt maladie, c'est pas une faiblesse. Ah, ça c'est nouveau. Il y a quelques années, c'était très tabou. Totalement tabou.
Mais aujourd'hui, avec la reconnaissance légale du droit à la déconnexion, les mentalités ont changé. L'arrêt maladie est vu comme une pause nécessaire, un moyen de se protéger physiquement. Mais parfois, demander de ralentir, ça suffit pas. Quand la voiture n'a plus de frein, il faut carrément sauter du véhicule, quoi. Et c'est ce qui nous amène au phénomène massif de ces dernières années. La grande évasion, la reconversion professionnelle. Et là, j'ai envie de ralentir le rythme pour parler d'une notion cruciale, un outil très spécifique à la France, la rupture conventionnelle. Le fameux Césal. C'est ça, rupture conventionnelle. C'est un accord mutuel qui permet de quitter son emploi tout en gardant ses allocations chômage. C'est le filet de sécurité par excellence. Ce filet de sécurité, il est au cœur du dialogue entre Romain et Lucie dans nos sources. Romain, c'est un ancien financier. Oui, et il décide de tout plaquer. C'est ses propres mots, hein, tout plaquer. Une rupture nette et volontaire. Il quitte la finance pour devenir ébéniste. Et le vocabulaire qu'il utilise est fascinant. Il parle d'avoir eu un déclic. Il mentionne sa quête de sens. Il a utilisé son compte personnel de formation aussi, non? Oui, le CPF, pour faire un bilan de compétences et financer sa nouvelle formation. Si l'on relie cela à la situation globale, ce qui est frappant, c'est la philosophie derrière ce choix. Il dit une phrase très juste à Lucie, je crois. Exactement. Il dit « c'est moins du courage que de la nécessité ». Waouh! Ce n'est plus un acte héroïque d'un cadre en mal d'aventure, c'est de la survie psychologique pure et simple. Mais c'est quand même incroyable quand on y pense. Le système français finance en partie cette évasion grâce au chômage et au CPF. C'est un peu comme un parachute fourni par l'État pour fuir les entreprises indécentes. C'est un paradoxe économique majeur, oui. Mais face à cette fuite des talents, comment réagissent les entreprises? Je veux dire, ne tentent-elles pas de mettre un simple pansement sur une fracture ouverte? Ah, elles paniquent complètement. Voyant leurs employés tout plaqués, elles essaient de recréer de l'attractivité à tout prix. C'est ce qui a donné naissance à toute l'industrie du bien-être au travail. Ah, j'ai une image très drôle en tête là. Imaginez un employé au bord du burn-out qui croule sous une montagne de dossiers et on lui demande avec un grand sourire d'aller faire une séance de yoga obligatoire. Ou de jouer au baby-foot avec le Chief Happiness Officer. Voilà, le fameux responsable du bonheur. C'est absurde. Nos sources détaillent bien ces concepts. On parle de QVT, la qualité de vie au travail. On voit des entreprises proposer des congés illimités, la semaine de 4 jours ou promouvoir le management bienveillant. Mais les employés ne sont pas dupes, si. Pas du tout. Et c'est là qu'intervient une critique très sévère soulevée dans les documents. Le wellness washing. Le wellness washing, comme le greenwashing mais pour le bien-être. C'est exactement ça. C'est le fait de masquer de mauvaises conditions de travail par des initiatives de bien-être qui sont purement de façade. On a une citation là-dessus d'ailleurs. Oui, un employé déclare dans les sources « On nous met du baby-foot et du yoga alors qu'on manque d'effectifs ». Cela soulève une question importante sur le décalage, le gouffre même, entre le marketing des ressources humaines et la réalité du terrain. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie vraiment? En fait, le wellness washing, c'est un peu comme repeindre les murs d'une maison dont les fondations sont en train de s'effondrer. C'est une très bonne métaphore. Ça fait joli sur les photos pour recruter, mais au quotidien, le toit fuit toujours. La charge de travail ne diminue pas avec une table de ping-pong. Absolument pas. Et ça crée une énorme dissonance cognitive pour les salariés, ce qui accélère encore plus les démissions. Eh bien, ça nous donne une vue d'ensemble assez vertigineuse de la situation. On a fait un vrai voyage linguistique et culturel aujourd'hui. Un voyage nécessaire pour comprendre notre époque, oui. Complètement. On est parti de la navigation difficile dans le flex office, on a traversé le choc de l'épuisement professionnel. Et la fameuse boule au ventre. Oui, la boule au ventre, pour finalement arriver à la signature d'une rupture conventionnelle pour entamer une vraie quête de sens. Ce qu'il faut retenir pour notre auditoire, c'est que les mots qu'on choisit pour décrire son travail, ils façonnent notre réalité au quotidien. Il légitime le ressenti. C'est ça. Comprendre tous ces concepts, ça sert pas juste à maîtriser le jargon du monde du travail français. Ça permet vraiment de mettre des mots sur une lutte universelle. Trouver sa place, son équilibre. Trouver du sens au quotidien sans sacrifier sa santé mentale. Mais tout ça, ça m'amène à une réflexion finale. Une pensée un peu provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Je vous écoute. Si le grand luxe de 2020, c'était le télétravail, et que le grand luxe de 2026, c'est de tout plaquer pour trouver un travail manuel qui a du sens, Oui. eh bien, que se passera-t-il demain, quand l'intelligence artificielle et la robotique seront capables de réaliser ces fameux emplois qui ont du sens? C'est une excellente question. L'IA s'est déjà codée, rédigée, mais la robotique arrive sur l'artisanat. Voilà, l'ébénisterie, la boulangerie.
Si les machines s'occupent de ce qui a du sens, est-ce que la prochaine grande révolution, ce sera de devoir chercher ce sens entièrement en dehors de la sphère du travail? C'est vertigineux. Ça signifierait la fin du travail comme pilier de l'identité humaine? Exactement. Se réaliser ailleurs que dans un bureau hybride ou pas. C'est une perspective sur laquelle on va laisser notre auditoire méditer. Merci à tous d'avoir suivi cette exploration.